Europe 1, 18h31, le débat d'Europe Soir sur la crise dans les prisons françaises. On attend sur ce sujet, comme chaque soir, vos questions, vos messages sur Twitter, #E1Soir. 11 personnes détenues à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne se sont suicidées depuis le début de l'année 2018. 10 hommes et une femme, c'est plus que sur les 2 années précédentes, 2016-2017. Et il y a eu au total 64 suicides en détention depuis le début de l'année en France. Pour en parler, nous sommes avec Cyril Canetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, ancien contrôleur auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Bonsoir Aurélie Pascal. Bonsoir. Vous êtes directrice des services pénitentiaires, conseillère nationale au syndicat national des directeurs pénitentiaires. Et bonsoir à vous Didier Kandassamy. Oui, bonsoir. Vous êtes surveillant de prison à Fleury-Mérogis et secrétaire local adjoint Force ouvrière. Merci à vous trois d'être avec nous dans Europe Soir. Est-ce qu'on a une explication, Cyril Canetti, sur ce nombre de suicides qui a de quoi paraître inquiétant ? Écoutez, évidemment, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur la situation de Fleury-Mérogis. J'ai entendu dans votre journal de 18h que c'était des cas très différenciés, qu'il y avait une femme, qu'il y avait des gens qui étaient en procédure criminelle, d'autres en attente de jugement, d'autres en arrivant. Ce que je crois, il y a différentes choses. D'une part, je crois que la surpopulation carcérale, même si elle n'est pas la plus forte à Fleury-Mérogis, a une part importante dans la condition de vie des personnes détenues. D'autre part, les conditions de travail des surveillants, je crois, est difficile, et en particulier dans les moments de chaleur comme ça, où c'est difficile pour tout le monde. J'imagine que le travail est encore plus dur et que ça peut fragiliser. Et puis, peut-être pour donner un sens à une espèce d'épidémie comme ça, je crois qu'il y a souvent une espèce je trouve pas le mot, excusez-moi. En tout cas, on n'en parle pas de suicide en prison. On n'en parle pas lorsqu'il y a une personne qui meurt. Souvent, il y a une espèce de culpabilité de l'administration pénitentiaire. Et du coup, ça n'est pas assumé. Et j'ai travaillé à la santé, j'étais responsable du service psychiatrique. On avait mis en place avec la direction une annonce lorsqu'il y avait un suicide qui permettait de lever le fantasme, c'était toujours le fait que ce soit les surveillants responsables ou d'autres qui soient responsables. Je crois que c'est un ensemble de choses. Et le fait que les choses soient parlées permettait aux personnes détenues de s'approprier les choses, de mieux comprendre, alors que sinon on a l'assentiment d'une espèce de omerta, un tabou. En tout cas, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, quoi. Voilà. Et pour terminer sur votre question, tout psychiatre que je suis, je ne crois pas qu'il faille rapprocher ça d'une pathologie psychiatrique. Je crois simplement que les conditions de détention en France sont telles que je dirais qu'il faut presque être fou pour ne pas se suicider quand on est en prison. C'est une vision assez sombre des choses. On va voir si elle est partagée par vous. Didier Kandassamy, vous êtes surveillant de prison, donc dans cette prison de Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe, 4500 détenus, secrétaire local adjoint du syndicat Force ouvrière. Didier Kandassamy, est-ce que vous avez une explication, vous, sur ces 11 suicides ? Est-ce que ce sont des cas séparés ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Alors avant tout, je vais rappeler quelques chiffres qui me paraissent importants. Donc Fleury-Mérogis compte actuellement 4200 détenus. En effet, nous avons 276 femmes. Donc ce que veut dire la sous-occupation, en effet, c'est 150%. Oui, ces chiffres aussi sont alarmants. La surpopulation pénale, oui, ça joue un rôle. Mais j'aimerais aussi rappeler aussi qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis par l'administration pénitentiaire, puisque il y a eu un effort de modernisation des conditions de travail notamment pour le personnel, mais aussi des conditions de détention des détenus ont été particulièrement améliorées par ces travaux. Donc les douches sont en cellule maintenant, donc voilà, au niveau de la prise en charge. Mais pour revenir à votre question concernant le suicide, un suicide dont vous avez dit, dont une femme, oui, on ne peut pas se réjouir de ces chiffres qui sont alarmants. Donc il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir endiguer ce phénomène de suicide dans les prisons de la République. Aurélie Pascal, vous êtes directrice des services pénitentiaires, conseillère nationale au syndicat des directeurs pénitentiaires. Quel est votre regard sur ces chiffres ? Est-ce qu'ils sont en augmentation durable ou est-ce que ce sont des épisodes isolés ? Alors, on a souvent des chiffres qui sont stables et parfois il y a des épisodes de montée des suicides. Maintenant, sur les propos de Monsieur Canetti, je partage assez. Je pense que, bien que ça n'explique pas tout, il y a une conjoncture entre les effectifs, les conditions de travail de nos surveillants, et la surpopulation pénale, parce que dans le cadre du suivi et de la prévention du suicide, nos meilleures armes, si je puis dire, c'est des conditions de détention
qui soit correct, c'est-à-dire 2 détenus ou 1 détenu par cellule, mais pas plus, pas de matelas au sol, et un personnel... Ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Qui est très loin d'être le cas, en tout cas pour les maisons d'arrêt, et un personnel qui a du temps pour s'occuper des détenus. Parce qu'actuellement, chaque personnel pénitentiaire est formé à la prévention du suicide. C'est une formation qui a été établie par un médecin. Et il y a également des dispositifs de ce qu'on appelle des co-détenus de soutien qui viennent en renfort de l'administration pour justement faire ce repérage en détention des personnes en situation de fragilité. Et de là, on peut déclarer sur ces personnes-là des plans d'action individualisés en fonction du problème et de l'état psychologique général de l'intéressé. Cependant, on a quand même un problème justement de repérage parce qu'il y a tout un nombre de détenus qui vont se manifester, qui vont manifester une détresse. Et dans ce cas-là, on va les prendre en charge. Mais après, il y a la question des gens qu'on ne voit pas. C'est pas toujours visible. Qui ne sont pas toujours visibles. Et là, le repérage devient difficile. Moi, sur toute mon expérience professionnelle, j'ai envie de vous dire que 90% des détenus qui sont passés à l'acte n'étaient pas des détenus qui étaient spécialement suivis dans le cadre de la prévention du suicide. Donc c'est ce repérage qui est difficile. Ensuite, je reprends vos propos sur ce que vous disiez sur la culpabilité de l'administration pénitentiaire. Je ne partage pas tout à fait ça parce que les choses ont changé. Alors, on est habitué à nous pointer du doigt quand il y a un suicide, mais je pense qu'on oublie de parler des personnels qui interviennent sur ces suicides et sur ces décès, qui sont durablement traumatisés en fonction de la nature de l'acte qui a été commis et qui parfois essaient de sauver des vies. Je parle des incendies de cellules quand les détenus se suicident de la sorte, décident de sauver les détenus au péril de leur vie, parfois en allant sur une intervention sans s'équiper. Et je trouve dommage qu'on ne mette pas aussi à l'honneur ces gens parce que les surveillants ne sont pas là pour constater qu'il y a des suicides. C'est pas leur rôle, effectivement. Pour ce genre de choses. Didier Candassamy, vous confirmez, il y a effectivement cette souffrance des surveillants quand un détenu se suicide et qu'il faut s'occuper de la suite. Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment pris en compte aujourd'hui ? Oui, je rejoins totalement ces propos. D'ailleurs, j'allais en revenir, puisque oui, on parle beaucoup de suicides. Vous savez, ce sont des drames humains qui affectent tout le monde. Hein. Tout le monde, devant la mort, on a des réactions. Il y a certains qui sont très très fortes. Il y a d'autres personnes aussi, voilà. Donc c'est un échec, c'est un échec d'abord individuel, mais aussi c'est un échec collectif, il faut le savoir. Donc je vais revenir sur le suicide sur la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il faut savoir que le bâtiment des deux est particulièrement touché par ces suicides. Donc et en particulier les personnels qui exercent au bâtiment des deux, comme je le disais, oui, ils sont très traumatisés. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce bâtiment des deux ? Il y a le quartier disciplinaire, mais aussi ce sont des prévenus. Donc oui, moi je me pose la question que je suis en train de me poser, c'est que aussi c'est le problème des malades mentaux en prison et leur gestion. Parce que je ne veux pas faire de raccourcis pernicieux ou bien de raccourcis avec les personnes détenues et puis et les difficultés de prise en charge qu'on a, puisque c'est ça aussi qu'il est question aussi, parce que d'un autre côté, sans vouloir dépasser le débat, mais je pense qu'on est en train de vider les hôpitaux et de remplir les prisons. C'est des détenus qui n'ont rien à faire ici, c'est ce qu'on comprend. Exactement. Donc je connais pas les chiffres, je connais pas les pourcentages. Je sais qu'il y a plus d'un quart des personnes qui sont incarcérées aussi sont des personnes qui n'ont pas leur place en prison, mais qui doivent être soignées. Alors la dangerosité, oui, mais la vulnérabilité aussi. Bien sûr. C'est ça aussi qui est On va donner la parole sur ce sujet à Cyril Canetti, psychiatre, ancien contrôleur auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cyril Canetti, qu'est-ce qui se passe avec effectivement les personnes qui souffrent de maladies mentales ? Est-ce qu'elles sont de plus en plus vidées des hôpitaux pour aller en prison, comme le dit Didier Candassamy ? Écoutez, je crois qu'il y a 2 débats. D'abord, si vous permettez, très très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Pascal. Je ne minimise absolument pas la souffrance des surveillants pénitentiaires dans leur travail.
qu'il trouve un suicidé ou non, de toute façon, il travaille dans des conditions difficiles, et ça, je tiens vraiment à le souligner. Maintenant, c'est effectivement un autre débat. Les troubles mentaux en psychiatrie, en prison, ça fait 20 ans que j'exerce en milieu pénitentiaire, je connais ça par cœur, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a des personnes qui ne devraient pas y être, qui sont incarcérées, et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des établissements qui permettent de faire de la place en milieu pénitentiaire pour des malades mentaux, et donc on conforte la place du malade en prison, on s'arrange pour les prendre suffisamment bien en charge, entre guillemets, pour que les malades retrouvent leur place en prison, alors qu'il y a 200 ans, on les en sortait. Donc je crois que ce phénomène, de toute évidence, il est d'actualité, et je ne crois pas qu'il soit en mesure de se résorber. Par ailleurs, j'ai oublié ce que Moi, je voulais vous poser par ailleurs une question sur les peines qui sont parfois peut-être disproportionnées. C'est ce qu'on lisait tout à l'heure dans le journal Le Monde, puisqu'il y a parmi les personnes qui se sont suicidées un homme de 25 ans condamné à 3 mois de prison pour voyage habituel sans titre de transport, un père de famille condamné à 2 mois pour conduite sans assurance, et puis il y a aussi parfois la question de la détention provisoire qui s'allonge, et on est là depuis 3 ans, on n'est toujours pas jugé, on n'a pas d'horizon. Mais vous voyez bien que c'est là qu'elle se loge, la folie. J'ai un jour fait un certificat pour un de mes patients qui venait à la consultation extracarcérale dont j'ai la charge, et qui venait, j'ai fait un certificat pour l'avocat disant qu'il venait 3 fois par semaine depuis 8 mois, et qu'il était déjà tombé 17 fois en prison, et le procureur a dit à la barre, il a dit on voit bien que les soins ne sont pas très efficaces, et j'avais envie de lui répondre, mais 17 fois en prison, vous avez le sentiment que vous êtes efficace. On est dans le grand n'importe quoi dans le prononcé des peines, et encore une fois, moi je tiens à ce qu'on ne fasse pas l'amalgame entre suicide et maladie mentale. Des conditions de vie difficiles entraînent une fragilité suicidaire, et ça va bien au-delà du taux de personnes malades mentales qui sont incarcérées. Bien sûr. Aurélie Pascal, vous êtes directrice des services pénitentiaires et membre du syndicat national des directeurs pénitentiaires. On a parlé donc de ces peines de prison qui peuvent paraître disproportionnées. On peut aussi parler de ces dispositifs anti-suicide. Je crois qu'il y avait des draps qui étaient prévus pour pouvoir se déchirer. Il y a aussi ces rondes qui sont faites toutes les heures, mais une ronde toutes les heures, c'est évidemment insuffisant. En tout cas, c'est pas ça qui arrête un suicide. Juste avant, pour rebondir sur les propos de Monsieur Canetti, je pense que sur l'affectation des détenus dotés de troubles mentaux en prison, ce dont on manque le plus, c'est d'une classification, entre guillemets, quel trouble mental considère-t-on comme incompatible avec la détention? Parce que parmi les 25% de nos personnes incarcérées qui sont affectées de troubles mentaux, tout ne nécessite pas forcément une absence de détention. Ça peut se gérer en détention. D'autres, effectivement, la schizophrénie, des choses comme ça, doivent se gérer hors détention. Donc ça, c'est peut-être déjà la première chose à faire pour progresser sur le sujet. Sur la distorsion entre les peines et les infractions, je pense que la réforme à venir, qui est portée par le ministre de la Justice, qui est attendue pour la rentrée autour de septembre, devrait résoudre cette question des quantums de peine. Pour répondre maintenant à votre question sur les dispositifs anti-suicide, donc il y a plusieurs choses qui se coordonnent. Donc d'une part, je vous le disais, donc on a des suivis très étroits avec les personnels psychiatres et psychologues des établissements. On fait du suivi individuel avec des plans individualisés. Et ensuite, pour ce qu'on appelle en termes médicaux le raptus suicidaire, on a effectivement des dispositifs de cellules spécialisées qui s'appellent des cellules de protection d'urgence, qui sont limitées à 24 heures avec un avis médical pour placer ces personnes détenues pendant la crise suicidaire dans ces cellules avec des vêtements spécifiques indéchirables, des couvertures spécifiques. Donc seulement 24 heures. Seulement 24 heures, des dérogations sont possibles avec l'avis d'un psychiatre. Si la crise ne passe pas, des dispositions sont prises pour une hospitalisation d'office. Mais ça paraît très administratif tout ça et pas forcément adapté à ce que peut vivre un détenu, Cyril Canetti. Écoutez, je crois que la vraie prévention du suicide, elle se fait en amont. C'est pas lorsque quelqu'un est en crise. Évidemment, lorsque quelqu'un est vraiment au bord du passage à l'acte, l'administration pénitentiaire n'a d'autre possibilité que de l'empêcher de passer à l'acte. Mais quand vous voyez que ces moyens sont parfois mis en place, ces pyjamas, ces couvertures, au quartier disciplinaire, alors qu'on sait que le quartier disciplinaire est pourvoyeur de suicide à un taux 6 à 7 fois supérieur à celui qui existe à l'extérieur, on marche sur la tête en se disant qu'on laisse les gens en souffrance, mais on les empêche de mourir. Donc la vraie prévention de suicide, elle se fait bien en amont. Et je dirais la meilleure prévention, ça serait de ne pas incarcérer
Si vous permettez, j'entendais dans votre journal de 18h que Donald Trump envisageait, pour faire cesser les feux de forêt, de couper les arbres. Oui. Ça me donne... C'était une ineptie, et j'ai le sentiment que quand on va créer, ce rapprochement va peut-être vous paraître absurde, mais quand on va créer davantage de prisons, on va faire exactement la même chose, on va recréer, remultiplier ces conditions, et on ne fera qu'alimenter cette surpopulation, et donc le risque de passage à l'acte suicidaire. C'est une conviction profonde que j'ai. Didier Candassamy, vous qui êtes surveillant dans cette prison de Fleury-Mérogis, on parle de ces rondes qui ont lieu toutes les heures, mais évidemment, même si elles étaient encore plus proches que ça, même si c'était toutes les 5 ou 10 minutes, ça n'empêche pas un passage à l'acte. Tout à fait. Vous savez, le suicide, c'est complexe. C'est complexe. Bon, il y a plusieurs facteurs. En effet, nous disposons de grilles de dangerosité et puis de vulnérabilité en notre possession. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires institutionnels, les médecins. Il y a aussi les conseils d'insertion et de probation. Oui, donc moi aussi j'en profite aussi pour féliciter tous ces personnels qui œuvrent au quotidien dans la lutte contre le suicide. Mais comme vous le savez, on ne peut pas empêcher tout ça. Alors, je reviens sur certains dispositifs qui existent aussi, parce qu'il faudrait noter que l'administration a mis en place, il y a 14 établissements qui en disposent de ce dispositif co-détenu de soutien. Donc ça permet aussi à un détenu volontaire aussi, d'être à l'écoute, d'écouter une personne en détresse et fragile et vulnérable. Donc ce dispositif permet aussi de rendre compte à l'administration et aux surveillants, en particulier des difficultés que peut éprouver une personne fragile. Donc et de prévenir aussi le suicide. Ce dispositif n'existe pas encore sur la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, mais à ma connaissance, donc il y a une réflexion là-dessus. Donc oui, je crois qu'il y a des pistes qui restent qu'on peut envisager. Donc, mais c'est quand même un travail qui va se faire de manière pluridisciplinaire. Aurélie Pascal, le président Macron a promis 7000 places de prison construites d'ici la fin du quinquennat. Est-ce qu'il faut les construire, ces places, ou est-ce que, comme le disait Cyril Canetti, ça ne résoudra aucun problème ? Alors, il faut pas construire, il faut bien construire. Je pense que les établissements doivent être à taille humaine. Parce que le secret, mais ça marche, il me semble, tant pour la prévention du suicide que pour finalement la réinsertion. Une détention qui peut être positive, si tant est qu'on peut utiliser ce terme, c'est quelque chose qui est individualisé. C'est un suivi quotidien. Donc c'est des effectifs, des grands effectifs pénitentiaires et des petits effectifs carcéraux. Et je pense que le secret réside là. Construire en mettant 900 détenus, 1000 détenus dans une même prison avec un surveillant pour 80 détenus, c'est pas la solution, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs dans les chiffres tant de la réinsertion que du suicide. Effectivement, merci beaucoup Aurélie Pascal. Je rappelle que vous êtes directrice des services pénitentiaires, conseillère nationale au syndicat national des directeurs pénitentiaires. Merci à vous Cyril Canetti, psychiatre, ancien contrôleur auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Merci à vous Didier Candassamy, surveillant de prison à Fleury-Mérogis et secrétaire local adjoint Force ouvrière pénitentiaire. J'ajoute ce tweet de Mamzelle Madi qui nous dit sur Twitter, donc quand tu visites un quartier disciplinaire, tu prends la mesure du mitard. C'est une peine dans la peine.